Bonjour à tous, merci pour l'invitation. J'ai la même introduction de Dominique. J'y suis pour rien dans les recommandations, donc si vous avez des réclamations, vous voyez avec Aurélie, Pierre-Emmanuel et Dominique. Je ne suis pas croisé aujourd'hui. Au programme, cette fois, on va parler plutôt de... On va revenir un petit peu sur les problématiques d'anticoagulation et puis sur la maladie vasculaire parto-sinusoïdale qui, vous allez le voir, a été renommée. Alors pour les adeptes de l'évidence-based médecine, la première proposition, c'est la seule qui est cotée A. Donc ça souligne l'importance quand même de la nuance qu'il faut avoir et donner dans les recommandations ou les discussions qu'on peut avoir avec les patients et nos correspondants. Et vous allez voir aussi qu'un certain nombre de propositions sont assez congruentes avec, pour ceux qui sont familiers, les recommandations pour la prise en charge pour les maladies vasculaires de la FEF. Et ça souligne l'influence de l'école de Beaujon dans toutes ces recommandations. Donc la seule, avec un niveau d'évidence base, tout le reste c'est de l'expertise base, c'est que les héparines de bas poids moléculaire et les anticoagulants sont les molécules les plus étudiées et utilisées pour le traitement des thromboses du système porte ou des veines hépatiques. Tout le reste, ça sera de l'avis d'experts quasiment. Alors, parfois avec des forts niveaux de recommandation, on va le voir. Et Dominique en a parlé un petit peu, on va revenir dessus, c'est que les données se sont accumulées pour penser qu'il n'y a pas en fait de forte inquiétude vis-à-vis de l'utilisation des anticoagulants directs. Et ça, c'est vraiment une des questions les plus fréquentes quand on nous interroge, en particulier les correspondants avec qui on travaille, c'est est-ce que je peux arrêter de m'emmerder avec l'INR? Est-ce que je peux ne plus faire des piqûres? Est-ce que je peux le mettre sous anticoagulant direct? Et nos collègues gastro sont challengés par les cardiologues, par les vasculaires, pour leur dire mais pourquoi tu ne les mets pas sous AOD? Donc retenez quand même que les données accumulées montrent que si on respecte un certain nombre de conditions, on n'a pas d'inquiétude particulière à utiliser les AOD. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement les utiliser en première intention, mais si vous pensez avoir recours à ça, vous pouvez les utiliser. Alors il y a des précautions à prendre, bien sûr, s'il y a un petit peu d'insuffisance hépatique. Et on va dire qu'en l'absence de cirrhose, un équivalent de Child B, il faut avoir sûrement beaucoup de précautions sur l'utilisation des AOD. Et enfin, c'est une traduction française, donc je vous invite quand même à aller voir l'anglais. Il y a peut-être un prix un peu de liberté avec la traduction, c'est pas toujours simple dans les recommandations. C'est déconseillé, on sent entre les lignes que c'est plutôt contre-indiqué chez le Child C. On pourra en discuter. Alors, une chose auquel il faut penser aussi, c'est qu'il y a des précautions à prendre vis-à-vis aussi de la fonction rénale, avec des ajustements de dose quand on utilise l'AOD, voire une contre-indication avec un degré d'insuffisance rénale. Je pense que les diapositives seront données, je ne les commande pas plus. Alors, ça repose sur quoi? Sur des études, des méta-reviews qui montrent qu'en gros, dans la population générale, il ne s'agit pas de patients avec cirrhose ou maladie vasculaire, vous avez une tendance à une meilleure efficacité en fait, des anticoagulants directs par rapport aux anticoagulants classiques et un profil, on va dire, assez variable en fonction des études, mais qui, au demeurant, de manière générale, est plutôt en faveur de l'utilisation des AOD. Rappelez-vous que dans les grands essais des anticoagulants classiques, vous avez quasiment 30% des malades qui sont en dehors des cibles thérapeutiques, ce qui explique soit un surrisque, soit des événements thrombemboliques dans ces essais. Alors, lequel est le meilleur? Ils n'ont jamais été comparés, à ma connaissance, de manière directe entre les uns aux autres. Il y aurait peut-être un petit signal sur une augmentation du risque, en particulier d'hémorragie digestive avec certains, entre eux, pas par rapport à la warfarine, ce qui probablement a fait choisir dans l'essai APIS l'apixaban. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être très prudent. Vous avez vu sur les méta-analyses qu'on a des choses qui sont très hétérogènes. Ils n'ont jamais été comparés entre eux. Alors, on va revenir maintenant sur des cas particuliers chez les patients cirrhotiques et le problème de la thrombose. La première question, c'est est-ce qu'il faut dépister la thrombose porte chez les cirrhotiques? Alors, quand on connaît, en particulier chez les malades qui auront un jour la possibilité d'une greffe ou qui sont sur liste de greffe, la morbidité de la thrombose porte, la réponse est clairement oui. Donc il est recommandé de réaliser le dépistage de la thrombose porte chez tous les patients cirrhotiques candidats à la transplantation hépatique. Et le bon moment, c'est le moment du dépistage du carcinome hépatocellulaire, donc c'est par un échodoppler tous les 6 mois. C'est depuis, je pense, une vingtaine d'années dans les recommandations HAS.
Et on rencontre encore quelquefois des difficultés à avoir des Dopplers peut-être dans ma région, les régions un peu plus éloignées, où ils n'ont pas trouvé le bouton du Doppler. Et des fois, des malades vous appellent en disant « mais ils ne font pas le Doppler, il faut que j'aille à un autre cabinet de radio ». Enfin, je pense que pour vous, ça ne fait pas de doute. Ça ne fait pas de doute. Et bien sûr, il faut, alors là vous avez un exemple, la survenue d'une thrombose porte chez un patient qui a un carcinome hépatocellulaire n'est pas nécessairement une thrombose néoplasique, n'est pas nécessairement un envahissement vasculaire, et donc il faut aller jusqu'au bout des choses, et ce qui est le cas aujourd'hui sur le scanner de droite, il faut tout mettre en œuvre pour faire la différence entre une thrombose cruorique et un envahissement vasculaire, puisque évidemment le pronostic et le traitement est complètement différent. Vous avez l'exemple d'une thrombose néoplasique à droite, avec une prise de contraste du thrombus et des fistules artérioportes qui sont très suggestives d'un cancer du foie. Si les examens d'imagerie, en particulier l'IRM ou l'imagerie en coupe de contraste, n'est pas capable de faire la différence, il faut parfois aller, c'est de plus en plus rare, jusqu'à la biopsie du thrombus pour faire la preuve du caractère néoplasique. Alors chez le cirrhotique, le problème de l'anticoagulation, donc les nouveautés, c'est que, il me semble que les indications se sont un petit peu élargies. Bon, il y a celles qui ne font pas de doute, c'est chez le candidat potentiel à la greffe, quel que soit le degré, quelle que soit l'extension. Donc là, c'est une indication à un traitement anticoagulant. Mais on va aujourd'hui volontiers proposer également une anticoagulation chez tous les patients qui ont une thrombose porte récente, inférieure à 6 mois, c'est la définition de récente, c'est Dominique vous l'a dit tout à l'heure, complète ou partielle. Partiel, c'est supérieur à 50% de la lumière. Alors c'est parfois un petit peu difficile à évaluer. Vous avez ici en haut à droite des exemples de thrombose porte, on va dire, quasi complète à gauche et à la limite du 50% à droite. C'est pas très clair pour vous, je trouve qu'il y a beaucoup de lumière. Vous êtes obligé de me croire sur parole. Quand elle est symptomatique, quelle que soit l'extension, donc là ça laisse quand même, on va dire, place à l'interprétation du clinicien. Qu'est-ce que c'est le symptôme? Est-ce que c'est une décompensation? Est-ce que c'est une douleur? Mais bon, c'est une ouverture vers une possibilité de traitement chez ces malades. Et lorsque la thrombose porte récente est partielle, inférieure à 50%, là l'anticoagulation est discutée. On pèse le rapport, on va dire, bénéfice-risque entre l'inconvénient des anticoagulants chez ces patients et le risque d'extension. Il faut savoir quand même, rappelez-vous, que près de 40 ou 50% des thromboses partielles vont pouvoir régresser. Si bien qu'il est proposé également, c'était sous-entendu, puisqu'il faut la traiter quand il y a une extension au moment du contrôle précoce. Vous auriez pu être plus dire, il faut faire un contrôle précoce, hein, puisque vous proposez le traitement chez les patients qui vont avoir une extension à un thrombole précoce qui est proposé entre 1 et 3 mois. Donc ça sous-entend qu'il faut faire un contrôle précoce quand on trouve une thrombose partielle à 1 ou 3 mois. Donc pas attendre les 6 mois du dépistage du carcinome hépatocellulaire et du dépistage concomitant de la thrombose. Et donc ce qui va se passer, c'est que quasiment, alors peut-être une fois sur deux, la thrombose va avoir régressé ou va avoir s'être étendue ou pas bouger. Et à ce moment-là, vous discutez d'un traitement anticoagulant. Je crois que le terrain compte pour beaucoup, l'âge évidemment, le projet derrière, et puis l'inconvénient du traitement anticoagulant, on va réfléchir différemment si le malade est parfaitement compensé de Child A ou Child C. Quel traitement de la thrombose porte chez les cirrhotiques? Alors, en l'absence de thrombophilie connue, alors il n'y a pas de recommandation de faire un bilan de thrombophilie chez les patients cirrhotiques, mais s'il y en a une de connue, il faut sûrement les traiter. C'est chez les... Et donc, le traitement est poursuivi au moins 6 mois. Chez les malades candidats à la greffe, s'il y a une recandidation, il faut maintenir le traitement jusqu'à la greffe. Et chez tous les autres, eh bien, le traitement est discuté en prenant en compte, bien sûr, les inconvénients du traitement. On aura pu mesurer au cours des 6 mois les difficultés les effets de la tolérance, 2, les difficultés d'équilibrage, et après 6 mois, rediscuter du rapport bénéfice-risque qui peut être différent par rapport à l'initiation du traitement. Alors la difficulté, c'est ces malades avec ascite en plus, qui vont avoir un taux de plaquettes très bas, puisqu'on sait que c'est les malades qui sont le plus à risque d'hémorragie, mais c'est aussi les malades les plus à risque de thrombose. Donc là, j'ai l'impression que sous-entendu, il y a marqué « débrouillez-vous » ou « appelez Pierre-Emmanuel ». Si vous voulez prendre la responsabilité, vous vous débrouillez. Si vous voulez la rejeter sur un autre, vous appelez Beaujon. Et le type, c'est recommandé chez les patients avec thrombose du tronc porte en échec de recandidation après les anticoagulants. Mais là encore, c'est chez les patients chez qui il y a un projet de greffe.
Je ne suis pas sûr qu'il faille systématiquement le faire chez les malades chez qui le projet de greffe est dépassé. En particulier, on a de plus en plus de malades de plus de 70 ans. J'ai ajouté ce cas clinique qui est une autre situation, c'est qu'il n'y a pas d'échec du traitement anticoagulant. Vous avez à gauche une thrombose porte qui est traitée par anticoagulant, avec une bonne efficacité au milieu du traitement anticoagulant, avec une recanalisation pas complète mais quasi sous traitement anticoagulant, mais vous voyez un hématome de rate apparaître qui contre-indique finalement la poursuite du traitement anticoagulant. Et quand vous arrêtez les anticoagulants, vous voyez que sur la droite, il y a de nouveau la thrombose qui réapparaît. C'est un patient qu'on a dû traiter par TIPS. Alors le fondement de tout ça, en particulier chez les candidats à la greffe, c'est cette morbidité, cette mortalité qui est augmentée chez les patients qui sont greffés. Vous avez la comparaison thrombosport plus versus thrombosport moins. La mortalité à 30 jours, la mortalité à 1 an, puis même une morbidité qui est vraiment accrue chez les malades qui sont greffés avec une thrombosport. La preuve directe que l'anticoagulation qu'on va mettre en place avant va améliorer cette mortalité n'est pas faite, mais elle est probable, on va dire, et c'est pour ça que, encore une fois, le niveau de recommandation est fort, mais que les preuves, c'est pas du A. Alors, on commence par quoi? Chez les patients cirrhotiques, pour la rapidité d'action, souvent c'est une HBPM, bien entendu. Et ensuite, elle va pouvoir être relayée soit par un AVK classique, où on l'a vu, un AOD. Chez le cirrhotique, c'est la même chose. Il n'y a pas de forte inquiétude pour l'utilisation des AOD à condition que les fonctions hépatiques soient parfaitement préservées, donc les patients de Child A. Avec précaution Child B, alors ça dépend quel B, un B7 c'est pas la même chose qu'un B9, et puis on peut être B7 à cause de l'acide, et B9 à cause de la bilirubine, à mon avis ça n'a pas tout à fait la même signification. En tout cas, grande prudence chez les Child B, et encore une fois, c'est à mon sens plus que déconseillé chez les Child C, en dehors de, c'est précisé dans le texte, d'essais dédiés chez ces patients. Je passe un peu vite, je pense qu'on a pris un peu de retard, mais pour dire qu'on ne peut pas choisir un AOD plutôt qu'un autre. Ils ont une élimination hépatique ou élimination rénale qui est un petit peu différente, mais on ne peut pas faire de choix définitif sur le type d'AOD chez les patients cirrhotiques. Alors maintenant, on va passer à la maladie vasculaire portosinusoïdale, donc qui ne s'appelle plus la maladie vasculaire portosinusoïdale. Je ne sais pas comment tu penses la traduire en français. Moi, je l'avais déjà traduit depuis longtemps, puisque, en fait, en pratique, on voit beaucoup de patients avec, on va dire, des petites perturbations du bilan hépatique, des signes histologiques, mais pas vraiment de maladie, c'est-à-dire pas d'hypertension portale, pas de complications hépatiques à cette... Et donc, je l'avais déjà, depuis un moment, appelé anomalie. Alors, vous allez voir qu'en anglais, c'est disorder. Alors, est-ce que vous voulez l'appeler désordre vasculaire portosinusoïdal? Ça ne me plaît pas trop. Moi, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est ma traduction, et donc je vous propose... Anomalie vasculaire portosinusoïdale. J'ai mis un S, je ne sais pas s'il faut mettre un S, tu me diras, Pierre-Emmanuel. Donc, qu'est-ce que ça regroupe? Alors, là aussi, vous êtes familiers parce que vous avez tous à peu près travaillé ici sur les recommandations vasculaires du foie. C'est cette entité clinico-pathologique qui englobe la fibrose portale non cirrhotique. Donc, ça a été décrit en fonction des régions, en fonction des temps et en fonction du phénotype sous divers noms, mais c'est probablement pour ça là, un petit peu toujours la même chose, la fibrose portale non cirrhotique, l'hypertension portale idiopathique, l'hypertension portale intrahépatique non cirrhotique. Alors ce nom pose un problème puisqu'il y a quand même beaucoup de malades qui n'ont pas d'hypertension portale. Donc leur donner un nom de maladie avec hypertension portale, c'était comme la cirrhose biliaire primitive chez tous les patients qui n'avaient pas de cirrhose. Donc le gros intérêt de cette nouvelle dénomination, c'est de ne plus appeler des gens qui ont une hypertension portale ceux qui n'en ont pas. Et différentes atteintes descriptives histologiques, comme l'hyperplasie nodulaire régénérative, qui est sûrement la plus facile à mettre en évidence, la sclérose hépatoportale, la cirrhose septale incomplète ou la vénopathie portale oblitérante. Donc, bien entendu, l'absence d'hypertension portale ou la présence d'une autre cause d'hépatopathie chronique n'exclut pas nécessairement le diagnostic d'anomalie vasculaire portosinusoïdale, et ça va introduire quelques petites contradictions, ou alors je n'ai pas tout à fait bien compris. Et une thrombosport n'exclut pas non plus le diagnostic, et vous allez voir que ça me pose un problème aussi sur une des recommandations. Donc il y a eu un vote, est-ce que vous êtes d'accord pour changer de nom, ne plus l'appeler maladie vasculaire portosinusoïdale, mais désordre, et ça a été à peu près, bon pas sans appel, mais 2/3 ont choisi plutôt désordre. Il faut savoir que pour la méthodologie, toutes ces propositions ont été votées au sein de tout le groupe d'experts. Quand évoquer une anomalie vasculaire portosinusoïdale, je vous ai trouvé très mou. Donc le gras, c'est moi. Donc ne tenez pas compte, ça n'est que l'évidence selon moi.
C'est toujours, hein, ça ne coûte rien. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas toujours l'évoquer. Mais il y a des situations, bien entendu, où il faut être particulièrement attentif et il faut y penser. Quand il existe une hypertension portale, sans les caractéristiques habituelles d'une cirrhose. Alors évidemment, une insuffisance hépatique sévère, alors encore qu'une insuffisance hépatique n'exclut pas une anomalie vasculaire porto-sinusoïdale, mais surtout des situations où vous allez avoir une hypertension portale avec une élasticité très basse, c'est pas normal, ou un gradient de pression hépatique inférieur à 10 mm de mercure, quand vous avez une hypertension portale intrahépatique, le gradient doit être supérieur à 10, donc plus bas que celui attendu, ça c'est très évocateur d'une maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Et quand vous n'avez pas la dysmorphie habituelle que vous voyez dans la cirrhose, et on va en faire, vous allez voir une proposition de score. Donc pas l'atrophie du segment 4 et une surface lisse. Il faut y penser également quand vous avez une hypertension portale ou des anomalies des tests hépatiques, dans un contexte bien sûr connu pour donner une anomalie vasculaire porto-sinusoïdale, et on verra tout à l'heure la liste brièvement. Et puis à la fin, du bout du bout, quand vous êtes devant des anomalies inexpliquées des tests hépatiques, et vous allez voir, il y avait d'ailleurs un travail de Saint-Antoine récemment à la FEF, de mémoire, je crois que c'était près de 30% à l'histologie d'anomalies vasculaires. Alors je ne sais pas si on pouvait à chaque fois retenir le diagnostic d'anomalie vasculaire porto-sinusoïdale, mais des anomalies vasculaires étaient mis en évidence chez 30% des patients. Donc ça, c'est le travail de Laure qui avait montré donc, que chez les patients avec hypertension portale et maladie vasculaire porto-sinusoïdale, l'élasticité était le plus souvent basse comparée à des corps de patients cirrhotiques, quelle que soit la cause de la cirrhose. Et à gauche, vous avez le travail de Susanna, où cette fois-ci, c'était une approche par mesure du gradient, où, alors qu'il y a une hypertension portale, vous voyez que le gradient de pression hépatique était le plus souvent inférieur à 10 mm de mercure. C'est inhabituel et quasiment, ça doit être exceptionnel, ou ça ne doit pas se voir, il y a un problème de mesure au cours de la cirrhose. Avec d'autres petites anomalies, où moi je suis un peu moins convaincu, c'est la fréquence aussi des shunts veineux hépatico-hépatiques, où je trouve que c'est très dépendant de la force de l'injection au moment de l'opacification. Et je trouve que c'est pas si rare dans la cirrhose, moi, mais après c'était pas 100% spécifique non plus. Et là, on revient aussi à ce travail publié qui retrouve des chiffres peut-être un petit peu moins importants, mais c'était là, pour le coup, diagnostic d'anomalie vasculaire porto-sinusoïdale, où quand vous avez des tests hépatiques anormaux et que vous avez fait tout le bilan exhaustif des maladies chroniques du foie, à la biopsie, vous trouvez une anomalie vasculaire porto-sinusoïdale. Le diagnostic. Alors, il faut un diagnostic de bonne qualité. Donc, on rappelle les critères de qualité de diagnostic, mais le plus important, c'est qu'un expert en anomalie vasculaire porto-sinusoïdale juge que la biopsie soit de bonne qualité. Et donc, cette fois-ci, ça requiert l'exclusion d'une cirrhose et d'une autre cause d'hypertension portale. Donc là, ça me pose un petit problème, parce que si vous avez une thrombose porte concomitante, vous pouvez avoir une autre cause d'hypertension portale. Je trouve qu'il y a une petite contradiction dans la définition. Une thrombose porte n'exclut pas le diagnostic d'anomalie vasculaire porto-sinusoïdale, mais vous devez exclure une autre cause d'hypertension portale. Donc, où il y a une nuance qui m'échappe, mais il y a une petite contradiction. Je crois que ça ne pose pas de problème en pratique. Vous savez que l'une des complications de l'anomalie vasculaire porto-sinusoïdale, c'est la thrombose porte. Donc, bien sûr que ça ne doit pas exclure le diagnostic, mais ça reste une cause d'hypertension portale. Donc, on exclut la cirrhose, on exclut une autre cause d'hypertension portale qui ne peut pas être la thrombose porte. Et ça doit être associé à une signe spécifique d'hypertension portale. Et là, les experts ont retenu 3 signes, pas d'autres. Les varices, œsophagiennes, gastriques, la collatéralité, qu'on va pouvoir voir à l'imagerie, et une hémorragie liée à l'hypertension portale. Gastropathie en mosaïque, vous avez pensé? Parce que les varices étaient déjà inclus. Donc c'est une question que je me pose. Un signe histologique spécifique, donc la vénopathie portale oblitérante ou l'hyperplasie nodulaire régénérative, ou la cirrhose septale incomplète. Mais en cas de cirrhose septale incomplète, en fait, il faut qu'il y ait une autre, vraiment l'absence de cause d'hépatopathie chronique, alors qu'on a vu au précédent qu'une hépatopathie chronique peut être concomitante. Après tout, avec la prévalence de la NASH, une NASH, ça ne doit pas faire exclure une anomalie vasculaire porto-sinusoïdale. Et on va le voir, il y avait un cas clinique qui avait été présenté par Vanessa Paredi qui était très joli, que même pour la cirrhose septale incomplète, il faut quasiment l'explant pour s'assurer du diagnostic. Donc soit vous avez un signe spécifique d'hypertension portale, soit un signe histologique spécifique. Si ce n'est pas le cas, vous devez avoir l'association de signes non spécifiques des deux. C'est-à-dire qu'un signe évocateur mais non spécifique d'hypertension portale, et là rentre en compte la splénomégalie, la cite, la thrombopénie, plus une lésion histologique évocatrice mais non spécifique d'anomalie vasculaire porto-sinusoïdale. Et je crois que le
challenge, là, il est vraiment à la lecture anapathe, parce que vous allez voir que si à gauche, vous avez des exemples de vénopathie portale oblitérantes, mais on va dire caractéristiques, on en voit très peu des comme ça. Au milieu, ce qui pose sûrement le moins de problèmes, ce sont les hyperplasies nodulaires régénératives, avec, vous voyez ici, la coloration de l'arrêt. Merde, je ne sais pas si on peut revenir en arrière. Je crois que c'était un pointeur. Le rouge? Ah, mais je suis très en arrière. Là. Non, je crois que c'était le pointeur, c'est pour ça, pardon. Donc au milieu, l'hyperplasie nodulaire régénérative, je pense que pour les anapathes, c'est ce qui est moins compliqué. Mais c'est dans toutes les formes frustres, en fait. On va voir. Et à droite, vous avez des cirrhoses septales incomplètes. Et ça, c'est le cas Alors ça, c'est l'avantage du zoom, hein, on peut faire des captures d'écran. Donc ça, c'est les diapos que j'ai piqué à Valérie, sans autorisation. Vous voyez que c'est un explant, si je me rappelle bien, c'est un patient qui déjà avait des problèmes d'interprétation sur l'histologie, puisque en fonction de l'endroit où on est, la cirrhose n'est pas si simple. Mais finalement, à la lecture définitive de l'explant, je crois que c'est une cirrhose septale incomplète. Alors, quand on va dans les signes frustres, là, c'est là où c'est vraiment compliqué. Donc, c'est des signes non spécifiques, mais qui peuvent être frustres. Et évidemment, sur les planches, vous avez toujours des belles biopsies, mais c'est jamais ce que vous obtenez quand vous êtes à la maison. Et donc là, vous avez le panel des anomalies vasculaires qui sont évocateurs, mais qui ne sont pas spécifiques. Donc, vous devez les associer à un signe d'hypertension portale. Et donc, c'est les anomalies vasculaires de l'espace porte principalement, les désordres architecturaux, surtout quand vous avez un trouble de distribution, enfin, pas la veine centrolobulaire avec l'espace porte qui correspond. Et puis les nombreuses dilatations sinusoïdales qui sont tellement fréquentes que je ne sais pas ce qu'il faut réellement faire. L'enquête étiologique, on va le voir, ça ressemble beaucoup à celle des autres pathologies vasculaires du foie. Alors, vous l'avez compris, dans la mesure où l'élasticité est prise en défaut, les critères de Baveno pour éviter l'endoscopie de dépistage des varices ne sont pas applicables. Et donc, il faut, en cas d'anomalie vasculaire portosinusoïdale, systématiquement réaliser une endoscopie pour dépister les varices œsophagiennes ou gastriques. Le rythme de surveillance n'est pas défini, donc par analogie, on fait comme la cirrhose, sauf pour les critères d'arrêt, puisque vous allez voir que maintenant, on va pouvoir arrêter le dépistage dans certains cas au cours de la cirrhose. Ce n'est pas le cas dans les maladies vasculaires du foie. Et il y a un problème de touche. Il n'y a pas de données robustes pour choisir une prophylaxie primaire. Et ça ne peut pas être par analogie à la cirrhose, puisque vous allez voir dans la cirrhose, maintenant, il y a un choix. Oui. Avant, c'était bêta-bloquant en ligature, maintenant, c'est plus ça. C'est bêta-bloquant d'emblée, quasiment. Le premier choix, c'est les bêta-bloquants. Donc, je ne sais pas s'il ne faut pas amender un peu ce truc, parce que c'est plus... J'ai l'impression que là, vous donnez le choix aux bêta-bloquants en ligature sans préférence, ce qui n'est pas le cas de la cirrhose. La liste des maladies principales, donc les maladies du sang, les maladies immunitaires. On a une recrudescence, nous, de déficit immun comme invariable, c'est très fréquent. Les infections à répétition, bien sûr les drogues, avec au premier rang desquelles les chimiothérapies et l'azatioprine. Et puis les causes génétiques auxquelles il faut penser, mais ça, c'est souvent le contexte est évident. Alors, la prise en charge en suivant, c'est au diagnostic faire une imagerie en coupe. On va rechercher une collatéralité, on va rechercher une complication, une thrombose, des gros troncs. Et puis ensuite, le dépistage de la thrombose porte, qui est la complication avec l'hypertension portale, des anomalies vasculaires portosinale, doit se faire tous les 6 mois, seulement chez les patients avec une hypertension portale au diagnostic. On fera évidemment une imagerie en cas de douleur abdominale qui suggère une thrombose splanchnique. Ça, c'est l'incidence de la thrombose chez les patients avec anomalie vasculaire portosinusoïdale qui justifie la surveillance, mais chez les patients avec hypertension portale, vous voyez qu'on est à plus de 30% à 5 ans. Et puis, le score n'a pas été proposé, je crois, dans le texte complet en tout cas, mais ça avait été présenté à la FEF, il est en soumission, révision et pathologie. Et vous voyez, donc c'est pour faire la différence entre la cirrhose et l'anomalie vasculaire portosinusoïdale. Vous avez des caractéristiques qui sont plus souvent rencontrées dans la cirrhose et moins dans l'anomalie vasculaire portosinusoïdale. C'est l'atrophie du segment 4 et la surface, la nodularité de la surface du foie. Alors je pense qu'on est obligé de mettre l'atrophie du segment 4 avec la nodularité du foie, puisque dans les anomalies vasculaires portosinusoïdales, vous avez l'HNR qui doit donner un aspect de nodularité en périphérie.
Vous voyez que ce n'est pas 100% spécifique, mais c'est la combinaison de ces deux qui donne une spécificité supérieure à 90% pour le diagnostic d'anomalie vasculaire porto-sinusoïdale. On n'en est pas quand même à ne pas faire la biopsie. En tout cas, ce n'est pas la proposition, j'ai l'impression. S'il n'y a pas de thrombose des gros troncs, il n'y a pas d'anticoagulation systématique, sauf si la condition sous-jacente est en elle-même une cause, une indication à une anticoagulation. Et les anticoagulants sont en fait proposés à partir du moment où il y a une thrombose d'un gros tronc. Et la règle est la même que pour la thrombose porte que vous a donné Dominique. Alors dans des cas vraiment parce qu'on est quand même dans une anomalie rare, avec des complications rares, en tout cas l'hypertension portale sévère, acide réfractaire, hémorragie digestive à répétition, on est vraiment dans le cas rare. Donc comme l'a dit Dominique, c'est évidemment des choses qu'il faut discuter avec un centre expert. Et en cas d'insuffisance hépatique, il n'y a que la greffe qui peut les régler. S'il n'y a pas de contre-indication. S'il y a une hypertension portale sévère isolée sans insuffisance hépatique, on pourra discuter éventuellement la mise en place du TIPS, en sachant que c'est efficace en grande partie pour prévenir les complications liées à l'hypertension portale, que ce soit l'hémorragie digestive, même s'il y a peut-être un peu plus souvent une révision nécessaire du shunt, ou pour l'acide réfractaire. Mais vous voyez que ce qui conditionne le pronostic, c'est quand même la condition qui a conduit à la maladie, et que chez ces malades après TIPS, si on arrive à traiter les complications liées à l'hypertension portale, le pronostic est moins bon chez les malades qui ont d'autres comorbidités. Dans ce papier qui avait été coordonné par l'équipe de Beaujon, vous voyez que c'est la créatinine et principalement la condition sous-jacente qui est responsable de la maladie vasculaire porto-sinusoïdale. Et chez ces malades avec un moins bon pronostic, peut-être la greffe fait mieux. Ça, c'est... Là encore, je ne sais pas si le papier... Je n'ai pas vu le papier, mais ça avait été présenté cette année à l'ILC. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Il y a un peu une grosse pression pour la pause. Qu'est-ce que vous préférez question d'abord et pause après. La pause sera raccourcie, ça vous ennuie pas trop? Ok, alors on y va. Isabelle, peut-être. Comment? J'ai une question, mais je ne sais pas si on va pouvoir avoir la réponse, mais je vois que le NGS, donc c'est Dominique qui en a parlé, est recommandé lorsqu'on n'a vraiment rien à se mettre sous la dent dans une thrombose porte. La problématique, c'est que les hématologues, en fait, ne voient pas de conséquences thérapeutiques à faire ces études NGS lorsqu'il n'y a pas donc d'anomalie de l'hémogramme. Et ils sont ils sont pas tout à fait d'accord de le faire en systématique. Je ne sais pas si, pour juste une observation. Donc je ne sais pas si il y a des éléments de réponse de pratique peut-être plus qu'autre chose. Mais... Alors vraiment, je vais laisser la parole à Aurélie. Moi, je l'ai demandé, je l'ai eu. Mais voilà, une fois, enfin voilà, je vais laisser la parole à Aurélie. Je pense que justement, c'est important que ce soit dans des recommandations pour pousser au NGS. Vous avez vu le papier de Macaz là sur les patients à plus haut risque. On va essayer de le faire dans l'étude report dans le groupe de récidive de thrombose, enfin dans le groupe sans anticoagulant pour voir ce qu'il en est. Voilà, et c'est je ne sais pas si Pierre-Emmanuel, tu veux rajouter quelque chose à ce propos? Après, je tiens le micro, tu sais. Et donc, une conséquence, c'est que si tu mets en évidence une mutation, du coup, tu changes dans l'algorithme qu'a présenté Dominique, où il y avait deux branches, un côté. Alors, je suis d'accord, dans les deux branches, il y a anticoagulation des deux côtés, mais maintenant, il y a anticoagulation fort et faible vers rivaroxaban 15. Et là, tu bascules côté fort. Donc, il y a une conséquence pratique sur la thrombose, sur le traitement de la thrombose, et ensuite, il y a une conséquence pratique, ce qui est le traitement étiologique, voilà, et en fonction de l'âge, la progression vers l'acutisation, etc. Donc si c'est un SMP, c'est pas du tout la même prise en charge que si ça l'est pas, et on peut méconnaître, les hématologues experts le savent bien, un somme préopératif chez les malades qui ont un cafanum porte. Et justement, c'est là, le problème c'est que c'est difficile. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a un peu de diplomatie pour nous à gérer, parce que si tu expliques à un hématologue les seuils de plaquettes auxquels il faut débuter, généralement, tu te prends un petit vent derrière, donc il y a un petit peu de formulation dans le mail auquel il faut faire attention. Mais tu as un mail type,
Je crois que tu as un mail type que tu diffuseras. Oui, il est sur le site de Fillefoy. Dans votre grande mansuétude, je vous souhaite. Mais je trouve qu'aussi, ils veulent faire la biopsie assez facilement. Aussi, il y a ça. C'est ça qui se joue, si tu veux, là-dedans. Alors, ça dépend desquels. Moi, j'ai pas eu, voilà, mais c'est qu'ils se disent, je pense que c'est ça que tu as eu. Ils disent, non, mais attendez, votre truc, on va faire la biopsie de toute façon, quoi. Oui, tout à fait. Mais une fois Oui, que ils la font vous avez jamais. fait la biopsie, Ça dépend justement, desquels. est-ce que si elle ne montre rien, il y a un intérêt quand même à faire le NGS Probablement moins, du coup. A priori, non. Enfin, moins, du coup. Après, c'est plus académique, certainement. Mais... Voilà. Est-ce que quand il y a La biopsie, est-ce qu'on fait le NGS? la biopsie, on fait le NGS, et là, ça a moins d'intérêt puisque c'est fait pour faire le diagnostic de MPN. Moi, j'ai une question, mais c'est sur ma présentation, en fait. Donc, c'est plutôt pour vous. Non. Moi aussi. Non, mais c'est plutôt pour vous, j'en profite. Et c'est sur un cas clinique. J'ai une infirmière, moi, pas du service, mais une infirmière qui a un Crohn, qui a fait une thrombose porte et qui garde, alors qu'il n'y a pas de caverno, mais c'était en 2014, mais qui garde une branche porte très atrophique à gauche, et qui ne veut pas se faire vacciner du Covid en disant que ça va augmenter son risque de thrombose à nouveau. Et donc, elle a enrôlé son médecin hépatogastro-entérologue dans le truc, qui m'écrit qu'il veut avoir, alors pourquoi moi, un mot du centre de référence. Alors, il m'écrit aujourd'hui, c'est fou, en me disant, voilà, qu'est-ce que je fais? Merci de nous faire un courrier pour nous dire que la vaccination est strictement contre-indiquée. Vous n'avez jamais contre-indiqué la vaccination, on est bien d'accord. Parce que tous les malades appellent. Hein. Ah, non, ouais, mais alors, je parle pas de l'Astra, hein, du coup, parce que ça... Ouais, pour le coup, Aurélie, il y a un travail. Aurélie a envoyé un message, ou le centre de référence a envoyé un message à tous les malades en disant faites-vous vacciner. Ça, on a une liste de malades pour ce genre d'information où il y a comme 600 ou 700 mails où on envoie faites-vous vacciner parce que le risque de thrombose, évidemment, à l'Astra, comme chacun sait, l'Astra on ne le fait pas, donc les risques de thrombose sont virtuels. Avec la vaccination, et en revanche le risque de thrombose, comme chacun sait, du Covid n'est pas du tout virtuel. Donc moi au contraire, nous on leur dit très clairement faites-vous vacciner, votre situation est encore plus une indication que les autres de vous faire vacciner. C'est d'autant que ça fera une infirmière en moins en plus. Je veux bien le mail générique que vous envoyez signé du centre de référence. Merci. Bonjour, Virginie Fouquet, je suis chirurgien pédiatre à Bicêtre. On n'a pas du tout la même attitude chez les enfants. Et donc, ma question était de savoir si, lors d'un cavernome sans cirrhose, la reperfusion portale chirurgicale était quelque chose qui est envisagé, qui l'a été, qui ne l'est plus, qui l'a jamais été. Vas-y, Pierre-Emmanuel. Enfin, Ah, d'accord. Alors, comme Dominique en a très brièvement parlé, mais maintenant, c'est essentiellement radiologique, la reperfusion portale. Étonnamment, on n'arrive plus à trouver des candidats pour la reperfusion radiologique que chirurgicale, parce qu'on a longtemps cherché des candidats dans la thrombose porte non cirrhotique, et soit la veine mésentérique supérieure est complètement obstruée. Enfin, on n'arrive pas à trouver le candidat idéal pour la... Mais on a cherché, hein, à chaque staff quasiment, on a cherché. Je ne sais pas pourquoi, chez l'adulte. Parce que chez nous, quand il y a un cavernome, vraiment... la radiologie est souvent peu efficace. Notre radiologue essaie de temps en temps, mais plus souvent les malades nous sont proposés mais avec effectivement une mésentérique. Enfin, il faut qu'il y ait un accès possible. Oui, tout à fait. En tout cas, on y pense, mais on n'y arrive pas. Voilà. Juste pour prolonger cette réflexion, parce qu'effectivement, le gold standard en pédiatrie de la thrombose porte chronique, c'est la reperfusion portale, c'est ce qui permet de guérir le patient. Et comme on l'a vu, il y a un overlap entre la définition de non plus la maladie maintenant, mais les désordres veineux porto-sinusoïdaux et le cavernome. Et donc, ce distinguo théorique qui est sans conséquence pour vous, est majeur pour nous, parce qu'on ne va pas reperfuser un foie qui présente des résistances vasculaires élevées. Et donc, on va biopsier le patient. Oui. Et donc, si on n'est pas capable de distinguer les conséquences du cavernome de la maladie porto-sinusoïdale primitive, on ne peut pas prendre de décision. Donc, c'est important peut-être d'avoir ça en tête dans vos recommandations, parce qu'en fait, fondamentalement, c'est complètement dérivé par les adultes. Mais ça peut avoir des conséquences importantes pour les quelques malades, quelques enfants qui sont concernés.
Ouais, du coup, comme j'ai le micro, j'en profite. Ça faisait partie des points que je voulais mentionner en réponse à Christophe. Évidemment, vous avez raison de pointer le fait qu'il y ait une discordance théorique en disant la maladie vasculaire portationnelle exclut les causes d'HTP, donc exclut le cavernum porte, et c'est un des points qu'on observe dans APIS, justement. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'on sait bien qu'à l'inverse, un cavernum porte induit des modifications vasculaires intrahépatiques. Et donc, quand on a établi cette classification de la MVPS, eh ben on ne veut pas surdiagnostiquer d'MVPS. Donc, si on dit toute anomalie, notamment les anomalies qui sont secondaires au cavernum porte, on va surdiagnostiquer. Donc, c'est pour ça qu'on a été volontairement un peu restrictif, et trop restrictif, parce que du coup, on exclut les malades que vous mentionnez tous les deux. Le malade qui a une authentique MVPS, qui fait une thrombose, qui développe un cavernum, et parce que le concept a été, s'il y a déjà une maladie vasculaire portationnelle, eh bien, s'il fait une thrombose porte, il ne fera pas de cavernum. Or, on sait qu'en fait, ce n'est pas forcément vrai. Il peut faire quand même un cavernum. Et donc, on a amputé de la définition une partie des malades, un peu volontairement, parce qu'autrement, on aurait fait des diagnostics par excès. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution pour régler le problème que vous soulevez tous les deux et qui est indéniable. Après, pour Emmanuel, pour les aspects pratiques, nous aussi, on est gênés chez l'adulte aussi avec ça. Mais le problème, comme les lésions histologiques que tu vois, tu ne sais pas si elles étaient existantes avant ou si elles sont la conséquence. À ce jour, nous, on est pratique, c'est-à-dire qu'on tente généralement, et puis on voit ce que ça donne en termes de reperfusion. Mais là aussi, c'est un champ d'investigation pour nous en tout cas. Est-ce que ce foie qui a un bloc intrahépatique, il va laisser passer le sang ou pas? Et ce qu'on ne sait pas, c'est en quelle mesure, même si tu as des lésions, est-ce qu'elles peuvent finalement maintenir une résistance vasculaire intrahépatique faible et laisser passer du sang ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas. Et peut-être qu'une des voies, c'est d'aller mesurer le gradient portostémique après recanalisation qui permettrait de guider, mais on n'en sait rien parce vous avez plus d'expérience que nous sur la recanalisation, mais on sait que ce que tu observes immédiatement, ça peut changer au bout d'une semaine, ou après les tips, on sait bien aussi que ça peut changer au bout d'une semaine. Donc ça, c'est un champ d'incertitude. Et on trouve très souvent des lésions non spécifiques qui viennent d'être décrites. Et ces lésions, donc à chaque fois on se dit qu'est-ce qu'on fait, etc. Exactement ce que tu dis. Et quand il n'y avait vraiment pas de manifestation spécifique de la maladie vasculaire portosinusoïdale en dehors de la clinique, puisqu'ils ont tous de l'hypertension portale, on a tenté la recanalisation sans TIPS. Et pour un certain nombre de malades, ça s'est bien passé. Donc c'est quelque chose qu'il faut évaluer. Et je pense qu'il faut évaluer avec pédiatres, adultes, ensemble, parce que c'est une question qui reste tout à fait ouverte. Tu m'autorises à une autre question? Deux autres points. Dans ce que vous avez dit, merci beaucoup à tous les deux, Dominique et Christophe. C'est vraiment super. Et c'était aussi critique sur les points qui sont parfaits. Le tableau des classifications des thromboses portes, vous avez souligné, moi je trouve qu'il est bien utile parce qu'il classe notamment complet maintenant les thromboses portes en termes d'extension, complet, minime et partiel, avec le seuil de 0%, 50% au-dessus, au-dessous. Et ça, je pense que ça fait partie des points qui a été piqué à guidelines américaines. C'est majeur pour le suivi parce que après, quand vous avez des imageries dispersées en fonction des centres, vous ne savez pas si vous avez régressé, aggravé, etc. Ouais. Après, il va falloir l'obtenir des radiologues. Ouais. Et ça, je pense que c'est un message. Mais pour le diagnostic, il faut faire relire son scanner systématiquement avec cette classification. Et pour le suivi, sur l'ordonnance, il faut demander à ce que soit précisé la localisation, l'extension et le degré d'occlusion. C'est majeur. Et le dernier point avant que je lâche le micro, c'est le point, je ne peux pas empêcher maladie vasculaire portosinusale, disorder, etc. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne traduction française effectivement de disorder. Et puis anomalie, moi donc je trouve que c'est le mieux que j'ai entendu pour l'instant, mais le problème, c'est est-ce que l'hépatite auto-immune, c'est une maladie ou c'est une anomalie au stade sans cirrhose? Parce que les malades, ils n'ont rien. Hein. Donc, quid de l'hépatite C sans cirrhose, quid, etc. Et donc la MVPS, sans hypertension portale, est-ce que c'est du coup, il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes cliniques pour définir une maladie? S'ils vont survenir peut-être dans le futur, à mon sens, ça suffit. Oui, mais le problème, si tu veux, c'est que il y a un certain nombre de patients. Alors, je pense surtout à la biopsie que tu fais pour les tests hépatiques d'origine et tu trouves des petites anomalies vasculaires. Et là, quand tu commences à leur parler de maladie vasculaire portosinusoïdale,
risque de thrombose porte, risque d'hypertension portale. Tu sais très bien que la petite anomalie vasculaire sous Immurel, il y en a beaucoup qui, sous pilule. C'est pas tous des anomalies vasculaires porto-sinusoïdales qui répondent aux critères diagnostiques que vous avez. Mais moi je trouve que c'est un peu rassurant pour eux de leur parler d'anomalie et pas de maladie, parce que c'est lourd après. Hein. Ça y est, ALD, machin truc. Non, c'est pas. Il y a beaucoup de malades qui ont des atteintes. L'hépatite auto-immune, il y en a beaucoup qui ont un traitement quand même. Là, il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Moi, je vous propose atteinte vasculaire porto-sinusoïdale. Parce que anomalie, quand même, quand tu as un truc et qu'on te dit j'ai une anomalie, c'est dur. Je trouve que atteinte, c'est mieux. Non, mais c'est vrai. On vous dit vous avez une anomalie du truc. Oui. On va refaire les recos français sur les maladies vasculaires. Moi, j'ai une question aussi. Hein. Moi, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si dans le texte complet, il y aura quelque chose, mais en tout cas, dans le texte qui est proposé, là, il n'y a aucune recommandation sur la surveillance du traitement anticoagulant et sur la dose des traitements anticoagulants. Parce que ça va être une question qu'on va nous poser en permanence. Pour les AOD, qu'est-ce que vous utilisez comme dose? Et pour le TP, pour les anticoagulants directs chez le cirrhotique, c'est quoi vos cibles d'INR ou je ne sais quoi? Là, il n'y a pas de. Vous avez fait des avis d'experts pour tout, vous pouvez en faire un pour celui-là. Non, mais c'était parce qu'en fait, il y a eu en parallèle, il y a eu Baveno, et en parallèle, il y avait les recos européennes de l'ASL sur la coagulation des maladies du foie, avec des groupes indépendants, à peu près, un petit chevauchement. Et les recos sur la coagulation, vous direz, sont très très conservatrices, en disant au final pas grand chose, et c'est un peu les critiques qui vont être faites sur ces recos, c'est qu'à force de dire pas grand chose, mais c'est des recos où on ne recommande rien finalement. Baveno par contre est beaucoup plus incisif, alors vous trouvez qu'il pourrait être encore plus précis, mais n'empêche que, en tout cas ma voisine trouvait, que ça pourrait être encore plus précis, mais le problème c'est que plus on est précis, moins on est vrai en fait, puisque par définition on n'a pas de preuves pour ce qu'on dit. Donc, alors pour les anticoagulants, en gros, tout ça pour dire qu'on n'y aura pas la réponse dans aucune des deux sur les doses. Il y a dose préventive ou dose curative, et puis point quoi. Donc, je pense que ça sera, on va traiter une thrombose comme une thrombose. Donc, on va appliquer à la thrombose porte sur cirrhose les traitements les doses des thromboses porte des thromboses des membres inférieurs. Je pense que c'est ce que chacun d'entre nous fera, mais à son bon jugement. Et quand tu mets un AVK chez un cirrhotique, c'est quoi la cible? Là, pour le coup, les AVK ont du plomb dans l'aile avec les recos là, qui paraissent, notamment les recos sur la COA qui vont apparaître et qui ont été présentés à Genève. Il ne reste plus beaucoup de place pour eux parce qu'il faut que l'INR soit de base à peu près normal, et donc du coup, ça exclut pas mal de monde. Donc finalement, les HBPN dans la cirrhose reprennent du galon. Ah bon. Ou les DOAC, hein, évidemment. Ou les DOAC, c'est pratique. Comme ça, on n'a pas à les surveiller en plus, donc c'est bien. Et toi, tu as une préférence pour un DOAC dans la cirrhose? Mais là, j'ai un énorme conflit d'intérêt, Christophe, je crois. Comment? J'ai un énorme conflit d'intérêt, là. Il n'est pas financier, mais... La Pixaban, tu l'as dit. Et... Quelle dose? Outre le fait que c'est mon chouchou avec Apis, c'est celui qui a le meilleur rapport. Il sort mieux sur la clairance hépatique, sur la fonction rénale. Et donc voilà. Mais à nouveau, j'ai un conflit d'intérêt avec Apis. Oh, si c'est un télé. C'est pas gênant si c'est un télé. C'est pas gênant. Apis pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres... En tout cas, tous les points que vous avez soulevés étaient des points de haut débat pendant Baveno, donc bravo, vous avez ciblé exactement les difficultés. Et pour la cirrhose septale incomplète, quand même, c'est une situation très particulière de la MVPS. Pour les causes, exclure les autres causes. C'est uniquement dans cette situation-là que ça a été évoqué. Le débat, c'était cirrhose qui a régressé ou cirrhose septale incomplète? C'est ça, exactement. Absolument. Bon, on va profiter de vraiment 5 minutes de pause, je pense. Parce que je crois qu'ils sont là jusqu'à 45. Merci beaucoup. Hein.